Bonjour, je suis Jean-Michel Fauconnier de nouveau et nous allons aujourd'hui faire la dernière vidéo du parcours de formation, c'est-à-dire les acteurs, tout ce qui touche autour du tribunal de commerce et des mandataires et autres que nous allons traiter aujourd'hui. Alors le premier interlocuteur que vous allez avoir dans des procédures dites collectives, ça va être le tribunal de commerce. Alors le tribunal de commerce, c'est la pièce centrale de tout ce qui tourne autour des procédures de redressement judiciaire, de sauvegarde et hélas de liquidation. Et ce tribunal est un tribunal très spécifique qui n'a rien à voir avec le tribunal de justice sur des faits de crimes et d'autres malversations. Là, il est complètement dédié, je dirais, au commerce et il a été introduit par l'article 721 du Code du commerce. Alors, il est composé de juges et d'un greffier. Donc, les juges ne sont pas des professionnels, ce sont des commerçants ou artisans élus par leur pairs. Seul le greffier est un officier public. Donc, il est payé par le ministère de la Justice. Là, le tribunal de commerce s'organise autour de ces bénévoles qui sont bien entendu cooptés la plupart du temps et qui exercent leur mandat de juge pendant quelques années et qui sont renouvelables au moins une ou deux fois sans difficulté. Alors, on appelle éventuellement le tribunal de commerce une juridiction consulaire, mais je dirais que ce sont pour des raisons purement historiques. Alors, il assure bien entendu non seulement les jugements, mais la publication de ces jugements via le greffe du tribunal de commerce. Alors, il y a en France 191 tribunaux. Quelques-uns ont été supprimés, d'autres créés, mais sachez que, par exemple, dans le 06, nous avons 4 tribunaux de commerce en action. Alors, la composition du tribunal de commerce, c'est quelque chose qui est appelé une chambre, et elle est composée d'au moins 3 juges. C'est-à-dire que quand on a une affaire qui arrive devant le tribunal de commerce, on va se présenter dans la chambre numéro 1, 2, 3, et on va avoir affaire à 3 juges. Alors, comme je disais tout à l'heure, les tribunaux de commerce sont des commerçants, des dirigeants d'entreprise, et ils sont élus par leurs pairs. Alors, les juges consulaires sont en général en place pour une durée de 4 ans, et puis ils bénéficient bien entendu d'une formation juridique qui est dispensée par l'École nationale de la magistrature. Alors, les juges élisent le président du tribunal de commerce, et chaque juridiction a donc un président élu par ses pairs. Alors, la formation du jugement est présidée par un juge-président, un vice-président et un président de chambre. Alors, la compétence du tribunal, plutôt, alors c'est une compétence territoriale. La compétence territoriale, c'est-à-dire qu'effectivement, un territoire est déterminé et le tribunal est compétent pour ce territoire. Donc ici, il y a 4 territoires, je dirais, déterminés dans le 06, par exemple. Donc le tribunal de grâce est compétent pour une juridiction qui tourne, bien entendu, largement au-delà de grâce. Mais les gens qui, effectivement, demandent l'assistance ou le jugement du tribunal de commerce du côté de grâce et des environs vont forcément, je dirais, aller vers ce tribunal de commerce de grâce.
Alors, il y a une compétence aussi matérielle, donc c'est une juridiction d'exception, et elle partage cette compétence avec celle du droit commun. En absence d'un tribunal de commerce dans une ville, parce qu'il peut y avoir effectivement cette absence, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent. Alors on verra tout à l'heure que sur certaines professions, entre autres les professions libérales, ce n'est pas le tribunal de commerce qui est compétent, mais c'est le tribunal de grande instance. Alors, on définit bien entendu un certain nombre de rôles pour ces tribunaux de commerce. Donc, ils traitent toutes les affaires qui sont dites de procédure collective, que ce soit le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, mais également la procédure de sauvegarde, la procédure de conciliation et la nomination des mandataires ad hoc. Donc, on a cette particularité, je dirais, également de recours, c'est-à-dire que si le montant de litige ne dépasse pas 4 000 euros, le tribunal de commerce statue à charge. Les recours peuvent être portés, bien entendu, et au-delà de 4 000 euros, dans la cour d'appel du territoire compétent. Alors, le tribunal de commerce ne fait pas que juger des affaires qu'on lui confie, mais elle peut également, je dirais, apporter un rôle de conseil et surtout de prévention. Donc, il y a des rencontres qui sont possibles avec les tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce ont une instance d'accueil et qu'on appelle par une adresse mail. Et il faut préparer, je dirais, cette procédure. Je vous ai mis d'ailleurs sur le site le document qu'il faut remplir pour préparer, je dirais, l'appel du tribunal de commerce pour effectivement les rencontrer. Donc, il y a des rencontres qui sont extrêmement faciles à organiser avec le tribunal de commerce. Alors, ils sont dans un certain nombre de cas un peu boudés parce que vraisemblablement, les personnes suspectent, peut-être à mauvais escient d'ailleurs, que rencontrer le tribunal de commerce est déjà trop avancé dans la procédure. Mais sachez que ce n'est pas le cas. Mais bon, on ne peut pas forcer les gens, je dirais, à ne pas faire appel à eux. Donc, le cas particulier des professions libérales, effectivement, quand on a un problème avec une profession libérale et une procédure collective à déclencher, c'est le tribunal de grande instance qui va statuer et qui va, bien entendu, s'en occuper. Donc, voilà la différence, mais les procédures sont exactement, je dirais, similaires à la procédure du tribunal de commerce. Donc, on a vu dans un chapitre précédent comment se déroulaient ces procédures collectives, comment elles étaient jugées et comment, bien entendu, derrière s'exerçait le suivi de ces procédures. Donc, on va le voir tout à l'heure avec les acteurs. On va donc passer à l'action du mandataire judiciaire. Donc, le mandataire judiciaire est quelqu'un qui est nommé par le tribunal de commerce pour représenter les créanciers. Donc, on va avoir un rôle très spécifique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je dirais, attendre du mandataire judiciaire qu'il défende, je dirais, le débiteur. Non, son rôle est là pour représenter les créanciers, donc faire exécuter, je dirais, les décisions qui ont été prises sur le règlement de ces créances. Et puis, il s'occupe également des salariés si effectivement l'entreprise est liquidée et qu'il faut bien entendu licencier les salariés. C'est lui qui s'occupe de toutes ces activités-là. Alors, bien entendu, les créances peuvent être des créances d'État, des créances de fournisseurs, et lui s'occupe de l'ensemble, je dirais, de ces créances, et il va répartir l'argent qui va rester dans le cas de liquidation de l'entreprise, l'actif, et il va le répartir sur ses créances, et bien entendu, reverser l'argent qui va être disponible à la suite de la liquidation sur les créanciers. Alors, le mandataire judiciaire,
dans une activité, par exemple, de redressement judiciaire, il va accompagner, bien entendu, le chef d'entreprise et il va tout faire pour qu'effectivement l'entreprise perdure, parce qu'à ce moment-là, les dettes vont être payées. Mais s'il s'aperçoit que le plan, ce qu'on appelle le plan d'apuration des dettes avec des échéanciers n'est pas respecté par le chef d'entreprise, il peut revenir vers le tribunal de commerce et déclencher la liquidation. Il a le pouvoir de demander ça. Alors, ça ne sera pas forcément accepté, mais il y a de fortes chances, je dirais, quand c'est le mandataire judiciaire qui appuie sur le bouton, comme on dit vulgairement, que derrière, le tribunal le suive. Donc, à l'ouverture d'une procédure collective, le tribunal de commerce désigne donc un mandataire judiciaire. Alors, c'est une profession libérale, hein, et on a alors quelqu'un qui va effectivement représenter les créanciers. Alors, ce mandataire judiciaire va accompagner donc le chef d'entreprise durant toute la période d'observation dans un redressement judiciaire qui est de l'ordre de 6 mois, renouvelable de 2 fois. Et il invite bien entendu les créanciers à déclarer leurs créances, c'est-à-dire qu'il publie dans un journal le fait que l'entreprise est en redressement judiciaire, et c'est ensuite, je dirais, aux créanciers d'aller porter leurs dettes auprès du mandataire. Alors, le mandataire donne son avis au tribunal pour les solutions, il reçoit des propositions de plan de sauvegarde ou de redressement, et puis il les communique aux créanciers, et il recueille l'avis des créanciers, et bien entendu, il rapporte ses activités au tribunal de commerce. Dans le cas où effectivement la tentative de redressement a échoué parce que le dirigeant ne respecte pas son plan, à partir de ce moment-là, il va demander éventuellement la liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire à ce moment-là va s'appeler le liquidateur et il va procéder à la vente des biens d'entreprise, des biens du commerçant aux enchères ou à l'amiable. Il va donc récupérer l'ensemble de l'argent, des actifs donc de cette entreprise pour payer tous les créanciers, que ce soit le trésor public, les fournisseurs et autres. Et il détermine une hiérarchie, bien entendu, de paiement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être payés en premier, des gens qui ne seront payés qu'en dernier. C'est à lui de déterminer ces échéanciers. Et il agit sous le contrôle d'un juge-commissaire, du procureur de la République et d'un commissaire aux comptes. Mais bon, généralement, ces personnes n'interviennent pas, sauf s'il y a effectivement contestation du dirigeant sur un certain nombre de choses dont il n'accepte pas, je dirais, les faits. Alors, il s'inquiète, bien entendu, de tout ce qui a pu éventuellement se passer et s'il constate durant la liquidation que le dirigeant a fait un certain nombre de fautes de gestion ou a un petit peu, je dirais, trituré les comptes avant liquidation, il pourrait éventuellement saisir le procureur de la République. Donc, le mandataire judiciaire est quelqu'un qu'on ne rencontrera pas énormément, je dirais, dans notre rôle de conseiller GPA, parce qu'une fois que le jugement a été prononcé, que ce soit un redressement ou une liquidation, on laissera le mandataire judiciaire faire ses actions. Il est payé pour ça et il est en plus assermenté par la justice, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on va passer à un rôle suivant, qui est le rôle de l'administrateur judiciaire. Donc, l'administrateur judiciaire est un auxiliaire de justice désigné par le tribunal de commerce. Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement, il est chargé de défendre, lui, les intérêts de la société face au mandataire. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, représente l'entreprise et il est là pour éventuellement, je dirais, aider, même chose, l'entrepreneur et puis s'opposer éventuellement à des décisions du mandataire judiciaire qui ne seraient pas conformes pour permettre à l'entreprise de continuer à vivre dans le cadre d'un redressement judiciaire. Alors, dans le cadre d'un redressement judiciaire, la nomination d'une telle personne, je dirais, n'est pas obligatoire. Il y a des tribunaux où il n'y a absolument jamais ce type de nomination. Alors, c'est bien entendu dans des cas d'entreprise
de grosse taille, qu'on nomme plutôt ces administrateurs judiciaires. Dans le cadre de PME, petites PME, il y a juste le mandataire judiciaire qui exerce. Alors, les missions de l'administrateur, donc, c'est d'assister l'entreprise et de surveiller l'entreprise en liaison avec le mandataire judiciaire. Et il procède avec le mandataire judiciaire au licenciement s'il y a des licenciements de salariés. L'administrateur est le seul, je dirais, à exiger l'exécution des contrats en cours. C'est-à-dire que si une entreprise a encore des contrats en cours, dans le cas par exemple d'une liquidation, il va pouvoir décider si le contrat va être exécuté par l'entreprise qui continue son activité jusqu'à une certaine date, ou si effectivement on arrête le contrat et il va falloir le passer à quelqu'un d'autre pour le reprendre. Alors, la profession est codifiée aux articles 811 du commerce. Nul ne peut être inscrit sur une liste s'il n'est pas, je dirais, établi, s'il n'est pas inscrit sur une liste établie par une commission nationale désignée à cet effet. Alors, il y a eu effectivement une volonté d'étendre la concurrence entre les administrateurs, mais ça n'a pas très bien fonctionné, je dirais. Alors, la première condition, bien entendu, pour être administrateur judiciaire, c'est d'être de nationalité française. Et puis, il y a des examens d'aptitude, de fonction, avant accomplissement d'un stage professionnel. Donc voilà. Bon, sachez que vous ne rencontrerez pas beaucoup d'administrateurs judiciaires sur les toutes petites affaires que vous aurez à régler. Je dirais même quasiment jamais. Donc, on va poursuivre avec maintenant le mandataire ad hoc. Alors, le mandataire ad hoc, c'est quelqu'un qui est éventuellement, je dirais, un bénévole, il y en a, hein, quelqu'un du GPA pourrait très bien être mandataire ad hoc. Alors, il est appelé, je dirais, au secours par l'entreprise dans un cas où effectivement l'entreprise n'est pas encore, je dirais, en cessation de paiement. Elle a des problèmes de gestion, elle a des problèmes de diverses natures avec des fournisseurs et elle n'y arrive pas. Donc l'entreprise, le dirigeant pourrait très bien, je dirais, demander effectivement au tribunal de commerce qu'il désigne un mandataire ad hoc pour l'aider dans sa tâche quotidienne pendant un certain temps. Donc, le mandataire ad hoc va être la personne qui va lui permettre de prendre, par exemple, des décisions de payer tel fournisseur ou pas tel autre, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose qui peut aider effectivement le dirigeant s'il est dans une situation un petit peu difficile et incontrôlable. Donc, il perçoit une rémunération. Alors, la rémunération est de l'ordre de 1 500 € environ et un petit peu plus chère pour les entreprises un petit peu plus importantes. Et sachez qu'elle est payée, bien entendu, par l'entreprise qui fait appel au mandataire ad hoc. Alors, le mandataire ad hoc va rentrer principalement dans des domaines où il y a du conflit avec un fournisseur, quelque chose comme ça. Il y a une négociation avec une banque qui se passe mal. On pourrait très bien avoir effectivement le rôle du mandataire ad hoc à ce moment-là. Et puis, il peut faire un accompagnement technique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas utiliser telle ou telle procédure et le mandataire ad hoc va aider le chef d'entreprise. Alors, la durée maximum est de 3 mois. Elle est cependant renouvelable plusieurs fois. Mais généralement, je dirais, ça ne va pas aller au-delà de 6 mois maximum. Et bien entendu, une fois que le mandataire ad hoc a terminé sa mission, il en informe bien entendu le tribunal de commerce en disant ben voilà, mission terminée, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché. Donc, le mandataire ad hoc, je me répète, peut être quelqu'un qui est, je dirais, un conseiller du GPA qui voudrait, je dirais, s'investir pendant 3 mois dans la gestion d'une entreprise pour l'aider. Il faut bien entendu avoir des compétences juridiques et puis avoir des compétences de gestion, on a bien compris. Le huissier de justice. Alors, le huissier de justice est quelque chose que les dirigeants d'entreprise rencontrent souvent. C'est un officier de justice, donc c'est quelqu'un qui effectivement est assermenté et il a pour charge d'exécuter des actes judiciaires. Alors, les actes judiciaires, ça s'appelle des injonctions ou des sommations.
Et principalement, je dirais, ce sont des injonctions à payer, c'est-à-dire que l'entreprise a des dettes. Ces dettes, elle ne les paie pas. Et à ce moment-là, le créancier fait appel à un huissier pour recouvrer ses dettes. Et l'huissier va bien entendu rencontrer le chef d'entreprise, va lui dire, ben voilà, monsieur, vous devez tant d'argent, et il va essayer de traiter, bien entendu, avec le dirigeant pour le règlement de ses dettes, avec un échéancier, la plupart du temps, qui est à accepter. Alors, bien entendu, ça peut aller jusqu'à mettre sous séquestre, bien entendu, les biens. Dans le cas, par exemple, de machines non payées, il peut aller saisir les biens professionnels sur une décision de justice. Bien entendu, il est hors de question qu'il prenne cette décision par lui-même. Alors, ces interventions, bien entendu, ne sont pas gratuites, c'est-à-dire que quand on doit et qu'on donne 300 € à un huissier, il y en a peut-être 150 qui vont à la créance et puis 150 qui vont à l'huissier. Donc, il est préférable, bien entendu, de ne pas arriver à ces situations et de traiter en amont avec ses créditeurs pour avoir des échéanciers qu'on négocie avec ces gens-là, plutôt que d'aller au conflit et d'avoir un huissier qui se présente quotidiennement pour certains ou régulièrement pour d'autres pour réclamer leur argent. Alors, l'entreprise, bien entendu, n'est jamais obligée, je dirais, de répondre au paiement par huissier, mais bon, il va falloir avoir, bien entendu, une bonne justification pour ne pas payer. Et bien entendu, l'huissier qui ne sera pas payé pendant un certain temps peut très bien retourner vers le tribunal de commerce et à ce moment-là dire la situation, entre guillemets, n'est plus tenable et il peut demander l'ouverture d'une procédure éventuellement de liquidation. Alors, la plupart du temps, quand même, l'huissier accepte des échéanciers de paiement et si c'est respecté, il n'y a pas de problème, je dirais, la dette va être épurée de manière régulière sur un certain nombre de mois, mais bien entendu en payant des frais d'huissier. Donc voilà, l'huissier, il y en a beaucoup qui effectivement sont confrontés à l'huissier. On va passer maintenant sur le conciliateur. Donc, conciliateur est un personnage, je dirais, qui est un bénévole. C'est-à-dire que lui, toutes ses actions sont gratuites. N'importe qui peut être effectivement conciliateur de justice, mais il faut quand même, je dirais, faire partie de l'aéropage autour du tribunal de commerce pour qu'on détermine, je dirais, que cette personne peut être conciliateur. Mais il me semble, je dirais, avoir vu des gens qui effectivement s'étaient portés volontaires pour être conciliateurs de justice et avaient été acceptés dans ce rôle-là. Alors, il interfère principalement le conciliateur dans les cas de différends avec un fournisseur, que ce soit avec un bailleur, par exemple. Donc, il est préférable, d'ailleurs, de traiter directement par la conciliation. Alors, la conciliation, en plus, c'est quelque chose de discret parce qu'elle n'est absolument pas publiée, c'est confidentiel. Donc, on ne sait pas, je dirais, que le dirigeant a un problème avec son bailleur ou avec un fournisseur. Donc, on peut saisir, je dirais, le conciliateur auprès du tribunal de commerce et le tribunal de commerce va statuer en disant « Ok, on y va, on déclenche une conciliation ». Alors, le conciliateur va réunir les parties. Ils vont pouvoir, je dirais, être accompagnés d'une personne de leur choix qui peut être un avocat. Et puis, bien entendu, on va avoir recours à cette conciliation qui va durer 3 mois maximum. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée. Alors, quand le conciliateur, je dirais, met fin à la conciliation, l'action, je dirais, en justice pour cette opération est stoppée immédiatement. Et puis, on peut même, je dirais, demander à ce que le tribunal de commerce
rentre cette conciliation réussie dans un écrit pour justement éviter tout retour en arrière éventuellement du créancier. Hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement bien contrôlé et bien encadré. Et c'est une garantie pour le débiteur et le créancier qu'effectivement, si l'accord a été trouvé entre les deux parties, elle est préemptée, je dirais, par le tribunal de commerce. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur les acteurs de justice. Et on a vu principalement, je dirais, tous les acteurs des procédures qui soit incombent soit au tribunal de commerce, soit, je dirais, font l'objet d'une procédure en dehors du tribunal de commerce, comme potentiellement, je dirais, le mandataire ad hoc. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ces modules-là. Donc l'ensemble de notre formation a été complété par ce dernier module. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes missions et puis surtout de profiter de l'éducation ou de la formation que je vous ai mis, je dirais, à disposition sur le site. N'hésitez pas d'y retourner. Il y a un certain nombre de documents. Et puis, bien entendu, si vous avez un doute, vous pouvez toujours aller consulter d'autres sites parce que 2 avis valent mieux qu'un. Et en plus, on n'est jamais sûr que quelque chose n'ait pas évolué entre-temps. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, je me répète, bonne mission GPA. Au revoir.